Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de notre programme Les coulisses du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est au cœur de l'actualité internationale. Diplomatie, économie, sécurité, énergie, innovation. Chaque jour, la région est confrontée à de nouveaux défis et à des évolutions qui dépassent largement ses frontières. Dans les coulisses du Moyen-Orient, retour sur les faits qui marquent la région et les enjeux qui façonnent son actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du Moyen-Orient. Depuis plus de 4 millénaires, Gaza occupe une place singulière dans l'histoire du Moyen-Orient. Carrefour des civilisations, des échanges commerciaux et des cultures, la ville doit son importance à sa position stratégique sur la côte sud-est de la Méditerranée, au croisement de l'Afrique, de l'Asie et du bassin méditerranéen. Dès l'Antiquité, Gaza occupait une place essentielle sur les grandes routes commerciales reliant l'Égypte, la péninsule arabique et les régions du Proche-Orient. Les caravanes transportant l'encens, les épices, les textiles et d'autres marchandises précieuses y faisaient halte, faisant de la ville un important centre d'échanges commerciaux et culturels. Cette activité a largement contribué à sa prospérité et à son rayonnement pendant plusieurs siècles. Au fil de son histoire, Gaza a été marquée par de nombreuses civilisations. Les Cananéens y fondèrent l'une de leurs principales cités avant qu'elle ne passe sous l'influence de la civilisation égyptienne antique, puis des empires assyriens, babyloniens et perses. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand s'empara de la ville, après un siège qui témoigne déjà de son importance stratégique. Gaza fut ensuite intégrée à l'Empire romain, puis à l'Empire byzantin, avant de rejoindre le monde islamique au 7e siècle. Les périodes ayyoubides, mamelouques et ottomanes ont elles aussi contribué à façonner son identité. Ce riche passé se reflète encore aujourd'hui dans son patrimoine architectural. La grande mosquée Omari, l'église Saint-Porphyre et le palais Qasr el-Bacha figurent parmi les monuments historiques les plus emblématiques de la ville. Chacun d'eux raconte une partie de l'histoire de Gaza et témoigne de la richesse de son héritage culturel. Cette valeur patrimoniale est également reconnue à l'échelle internationale. Plusieurs sites archéologiques et historiques de Gaza figurent sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, une étape préalable à une éventuelle inscription sur la liste du patrimoine mondial qui souligne leur importance culturelle et historique. Mesdames et messieurs, de retour et à la une de notre édition, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lors d'un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II que la sécurité de la Jordanie était indissociable de la sécurité nationale de l'Égypte. Il a condamné les attaques iraniennes visant le royaume hachémite et plusieurs pays de la région, réaffirmant la pleine solidarité du Caire avec Amman. Les deux dirigeants ont appelé à intensifier les efforts régionaux et internationaux afin de contenir l'escalade et de privilégier les solutions politiques et diplomatiques. Ils ont également réaffirmé leur soutien à un règlement juste et global de la question palestinienne fondé sur la solution à deux États. Et après, mesdames et messieurs, les tensions entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle escalade.
Donald Trump, le président américain, a promis une riposte dure contre l'Iran après les attaques visant des installations militaires américaines en Jordanie. L'armée jordanienne affirme avoir intercepté 5 missiles iraniens, tandis que les gardiens de révolution ont confirmé avoir visé les positions américaines dans le royaume. Washington renforce parallèlement sa pression sur Téhéran, à la fois sur le plan militaire et économique, avec une nouvelle série de sanctions liées au détroit d'Ormuz. Dans le même temps, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont mené des frappes conjointes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak. Donald Trump affirme que l'opération a été coordonnée avec Bagdad, alors que la présidence irakienne a dénoncé ces bombardements comme une violation de la souveraineté du pays. Passons à l'Arabie saoudite qui a reçu un large soutien des pays du Golfe et de plusieurs États arabes après les attaques de drones visant des installations pétrolières dans le royaume. Le Conseil de coopération du Golfe ainsi que l'Égypte, le Koweït, le Qatar et Bahreïn ont condamné ces attaques et réaffirmé leur soutien aux mesures prises par Riyad pour protéger sa sécurité et sa souveraineté. L'Arabie saoudite affirme ne pas rechercher l'escalade, tout en revendiquant son droit à la légitime défense. Des groupes armés pro-iraniens en Irak ont, de leur côté, menacé les intérêts saoudiens et américains de représailles. De retour au Caire, où les discussions sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza se rapprochent de nouvelles ententes, selon une source palestinienne. Les consultations menées avec la médiation de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie portent notamment sur l'avenir des armes des factions palestiniennes. Une formule de compromis serait actuellement à l'étude parallèlement aux discussions sur l'entrée d'un comité de technocrates dans la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Un accord pourrait être annoncé dans les prochains jours si les consultations aboutissent. L'Iran a jeté la proposition d'Oman visant à instaurer une gestion régionale conjointe du détroit d'Ormuz. Téhéran estime qu'un partage de la gestion de ce passage stratégique ne servirait pas ses intérêts et considère désormais un contrôle, son contrôle comme une question de sécurité nationale. Le détroit reste au cœur des tensions entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'une part importante du commerce mondial des hydrocarbures y transite. Cette nouvelle montée des tensions alimente également les inquiétudes concernant la sécurité de la navigation et les marchés énergétiques. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a alerté sur l'aggravation des violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie occupée et appelé à des mesures internationales face aux attaques contre les Palestiniens et à l'expansion des colonies. Selon les chiffres de l'ONU, 18 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les incidents liés aux attaques de colons, contre 17 pour l'ensemble de l'année 2025. La Turquie et l'Irak avancent vers un accord énergétique global après les discussions entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre irakien Ali Al-Zaidi à Ankara. Dans ce cadre, la compagnie pétrolière nationale turque a accueilli 15% de la participation de BP dans les champs pétroliers de Kirkouk. Ankara souhaite également renforcer les infrastructures énergétiques reliant les deux pays
notamment en augmentant la capacité de l'oléoduc et en l'étendant vers Bassora dans le cadre de son ambition de renforcer sa sécurité énergétique et son rôle de hub énergétique régional. Mesdames et messieurs, pour discuter un peu plus concernant ce qui se passe au Moyen-Orient, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne monsieur ou docteur Rez Eshhata, qui est analyste politique. Docteur Rez Eshhata, bonjour. Oui, bonjour. Alors, docteur Rez Eshhata, la région connaît aujourd'hui une nouvelle phase de tension entre l'Iran et plusieurs pays arabes. Alors, de votre point de vue, comment analysez-vous cette escalade et jusqu'où peut-elle aller? Bon, avant quoi que ce soit, je tiens à préciser que je ne suis pas docteur, je suis ingénieur et je n'ai pas de doctorat. Désolé, Donc, désolé. C'est pas grave, mais juste je le dis pour signaler. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on voit que cette guerre, elle a une particularité spéciale. C'est que quelques jours de guerre, quelques jours de paix, quelques jours de guerre, quelques jours de paix. On n'a jamais vu ça auparavant. Mais pourquoi? Parce que chaque belligérant, il a son calcul. Monsieur Trump, il a son calcul. Les régimes iraniens, les ayatollahs, ils ont leur calcul. Les pasdarans ou les gardes révolutionnaires, ils ont leur stratégie. Et donc, du coup, on vient de voir pour la première fois une guerre de cette façon. Deuxième chose, on a découvert dans cette guerre qu'une arme qui coûte quelques milliers de dollars peut faire du mal à une autre arme qui coûte des millions de dollars, que ce soit des missiles, des radars, etc. etc. Donc ça change la donne politique du monde. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale, mais c'est tout comme. Si on relie à cette guerre ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, on voit qu'il y a un nouvel ordre dans le monde qu'il est en train de se construire par rapport à la puissance de chacun et sa force relative. Il n'y a pas de force absolue, même pas pour les États-Unis, mais chacun, il joue avec ses cartes quelque part. La dernière chose, on a vu, je pense que ça vient être confirmé par l'Égypte, que l'attaque à Demiat, c'était une attaque militaire. Si mes informations sont bonnes, il y a eu quelque chose d'officiel qui dit ça. Donc ça veut dire qu'on a attaqué notre pays, l'Égypte. Et qui l'a fait? Ça c'est le grand point d'interrogation, parce que quand on sait ça vient d'où ce drone qui a attaqué notre pays, on va réagir, l'Égypte elle va réagir. Par contre, tout ce qui se fait dans le ciel n'a pas de valeur aujourd'hui, sauf qu'à terme, on peut détruire l'Iran de l'intérieur, il y aura la famine, il n'y aura pas d'électricité, pas de gaz, il y aura la pauvreté, et donc, mais ça c'est le long terme. Mais je pense, comme l'Iran tient une arme dissuasive qui est le détroit d'Hermos, et bientôt des menaces pour Bab el-Mandab. Donc, dans ce cas, je pense qu'une intervention terrestre sera exigée, et tout le monde parle de ça pour septembre. Et je pense que le fond de problème, parce que si on veut parler franchement, depuis 1978,
quand il y a eu la révolution iranienne qui a essayé d'exporter cette révolution aux pays arabes à côté, et puis elle est sortie avec un slogan, le grand diable qui est les États-Unis d'Amérique et le petit diable qui est Israël. Et donc déclarer à chaque fois qu'ils vont détruire Israël, ils vont détruire Israël. Ben, le résultat c'est quoi? Aucun pays au monde souhaite être détruit, bien sûr, donc chacun, même si on abuse, on devient nous-mêmes criminels avec la légitime défense, c'est le cas d'Israël, et on attaque des populations, et puis, donc tout ça, il va cesser à un moment donné, et ça sera la construction d'un nouvel ordre. Maintenant, est-ce qu'il y a une intervention terrestre à l'automne ou pas? Est-ce que l'Égypte, elle fera partie ou pas? Tout ça, c'est des questions qui raisonnablement, on peut le poser sur la table. On a vu l'Égypte quand elle a défendu le Koweït contre l'Irak, à l'époque de M. Moubarak. Et ça ne m'étonnerait pas non plus que l'Égypte, elle redéfende de nouveau le Koweït, le Bahreïn, face à ce régime iranien. Si on parle de l'Égypte, monsieur l'Égypte multiplie de son côté les appels à la désescalade et privilégie les solutions politiques et diplomatiques. Alors, quel rôle le Caire peut-il jouer pour empêcher l'élargissement du conflit et favoriser un rapprochement entre les différentes parties? Ben, le Caire, comme sa politique ordinaire depuis des années et jusqu'au futur, elle appelle à la sagesse. C'est notre position, nous sommes un pays qui croit à la paix, au développement, mais à un moment donné, quand il va rentrer de nouveau la légitime défense pour le Caire, nous avons une armée respectable, respectée par tout le monde, et ils le savent. Et donc, c'est pour ça qui a osé nous attaquer à Damiat, on ne le sait pas encore pour l'instant, mais ça va se savoir, hein. C'est une histoire de quelques heures ou quelques jours, et on saura qui nous a attaqué, on verra la réaction égyptienne. Mais le président Abdel Fattah el-Sisi, le ministère des Affaires étrangères égyptien, il applique une politique sage et respectée à la fois. Maintenant, quand on voit qu'il y a 4 pays dans la région qui ont à peu près la même force et la même puissance, c'est-à-dire l'Égypte, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Je pense que la donne va changer complètement avec ces 4 pays. Ils vont jouer sur la même corde, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux dire, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie et l'Arabie Saoudite peuvent imposer la paix, peuvent imposer la sagesse, et qu'on arrête les jeux. C'est pas un jeu, la guerre, c'est pas des jeux des enfants comme ils le font les Iraniens. Tu me tiens par la barbichette, je te tiens par la barbichette. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des populations derrière qui risquent beaucoup. On voit ce qui se passe dans le nord d'Afrique actuellement, la Tunisie, l'Algérie aussi qui a haussé la voix, la Libye. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se dégénère dans tout le grand nord d'Afrique et le Moyen-Orient, et tout ça, ça va sortir un nouvel ordre nouveau. Et je pense que les États-Unis d'Amérique, elle ne sera plus les États-Unis d'Amérique parce qu'on a vu les limites des Américains. Elle n'est plus une force absolue, c'est une force relative aujourd'hui. On a plein de pays maintenant qui ont leur mot à dire. On a l'Union européenne, on a tous des mots à dire. Et je pense qu'on ne va pas attendre l'hiver prochain pour que l'Europe meure de froid. Et je pense que l'Europe, à un moment donné, avec l'Égypte, parce que la politique égyptienne et européenne, c'est identique ou presque. Et surtout, la relation Égypte-France. Et la France, c'est elle qui gère l'Europe dans tout ce qui est politique et militaire. Donc, moi, je pense que les mois à venir, ce sera des mois décisifs. Et qu'il est peut-être temps à l'Iran de réfléchir une dernière fois, qu'il prenne exemple sur Saddam Hussein à son époque. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se raisonne tous. Tous les peuples ont le droit de dire leurs mots, tous les peuples ont le droit à leur liberté. Et en premier, notre peuple, bien sûr, le peuple égyptien. Et tout le peuple doit se défendre contre une attaque non légitime. Oui, si on parle de ces attaques et les récentes attaques iraniennes
contre la Jordanie et plusieurs pays du Golfe qui ont vraiment suscité de nombreuses condamnations arabes. Monsieur Reza Shehata, cette escalade peut-elle conduire à une coordination politique et sécuritaire accrue entre les pays arabes face à l'Iran? La politique permanente de l'Égypte, c'est la sécurité du monde arabe. L'Égypte, elle est dans sa région, elle gère, c'est le leader de cette région par sa population, par son armée. Dieu merci que nous avons une armée telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça, vraiment, chapeau à notre président qui a prévu à long terme ce qui va se passer. Donc, l'Égypte, sa théorie, c'est la sécurité nationale de l'Égypte en premier et le monde arabe en deux. Donc, on ne peut pas rester spectateur si on attaque la Jordanie, même la Syrie. La Syrie, elle est, comment on peut dire ça, la chambre voisine de l'Égypte. Et donc, tout ce qui se passe en Syrie aussi, ça nous concerne et ça nous intéresse. N'oublions pas qu'un jour, dans les années 50, l'Égypte et la Syrie, c'était un seul pays. Donc, oui, il faut vraiment penser en premier au monde arabe et la sécurité du monde arabe. Du Maroc jusqu'à l'Arabie Saoudite et Bahreïn et Koweït. Parce que c'est la stratégie, ces pays-là étaient colonisés jusqu'aux années 40-50. Grâce à l'Égypte, l'indépendance était un peu partout, dans les pays arabes et peut-être dans le monde, les pays du monde entier qui étaient occupés par les colonisations. Et donc, les horloges ne reviennent jamais en arrière. Les aiguilles des horloges et l'avance, elles ne viennent jamais en arrière. Donc, après la perte de l'Irak, après la perte de Syrie, après, maintenant, c'est l'Iran, le fond de problème. Et le fond de problème, c'est l'existence de l'État d'Israël. On ne va pas tourner en rond. L'existence de cet État d'Israël, Anwar el-Sadat, que Dieu ait son âme, a compris l'équation internationale. Il a fait ce qu'il a fait pour arriver à libérer l'Égypte complètement, à nous rendre le Sinaï. Les autres pays arabes sont entêtés sur ça et maintenant ils cherchent 1% de ce qu'on a fait nous en 1973 et en 1979. Donc l'Iran, il a pris le rôle tout de suite avec les ayatollahs, mais ils vont finir par le payer. Hein, ils sont malins, les Iraniens, ils sont patients. Il y a des blagues sur la patience iranienne dans la négociation, mais à un moment donné, je veux dire, on est en train maintenant, comme on a fait avec l'Irak de l'époque de Saddam Hussein, ils vont faire la même chose avec l'Iran. Il y a le Pakistan au haut, il y a l'Arabie Saoudite qui a subi énormément de ces attaques, et donc qui a une armée puissante aussi, l'Arabie Saoudite, même s'il ne peut pas tout seul faire face, mais avec l'Égypte, avec le Pakistan, avec la Turquie, je pense que, pour moi, je prédis la fin du régime des ayatollahs et le peuple iranien mérite beaucoup mieux que ça. Monsieur Reza Shehata, alors en ce qui concerne l'Irak qui se retrouve de nouveau au cœur des tensions entre la présence de groupes armés proches de l'Iran et les frappes menées sur son territoire. Alors, Bagdad peut-elle éviter que son territoire ne devienne un terrain d'affrontement entre les différentes puissances régionales et internationales? C'est possible et c'est très possible parce qu'il y a une majorité chiite en Irak et il y a une minorité sunnite. À l'époque de Saddam Hussein, avec le feu et le fer, il arrivait à maîtriser cette population, mais l'Iran, il a reçu pendant des années et des années d'avoir des bras, des agents, des bras, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban et au Yémen. Donc, qui s'appelle aussi de Yémen. Donc, c'est vraiment malin de la part de l'Iran d'avoir prévu des relations fortes avec des tranches de ces populations et qui arrivent à aller jusqu'au sud de la mer Rouge et le détroit d'Ormuz d'un côté, et puis le Liban qui est à la frontière israélienne. Et donc, le Liban, il a payé l'addition. Mais aujourd'hui, il y a une conscience au Liban, ils s'assoient, ils discutent avec les Israéliens,
Et il paraît même qu'Israël, elle est prête à se retirer de certains terres libanais, au moins pour l'instant. Et la même chose, elle peut le faire avec la Syrie aussi. Il faut vraiment qu'on réfléchisse tous autrement et on peut y arriver. Maintenant, si on arrive, et c'est ce qu'il a fait Trump avec Netanyahou, quand ils ont tué la tête de régime, c'est ce qu'il a fait. Mais il s'est trouvé aussi, parce que c'est pas légal de faire comme ça non plus, il s'est trouvé avec un régime beaucoup plus dur. Oui. Et peut-être qu'ils l'ont fait exprès, parce que ce régime beaucoup plus dur, il me fait penser un peu à l'époque des nazis et d'Hitler. Bon, ils vont se battre jusqu'au bout, ils vont se suicider à la fin d'eux-mêmes peut-être, parce qu'on a vu ça dans le passé. C'est pas des science-fiction, c'est des réalités qu'ils ont passées en 1945. Et je pense que la politique jusqu'au boutiste d'un pays amène à sa destruction. Quand on vit dans un monde avec multipolaire et avec chacun sa civilisation, chacun, vous vous rendez compte, la civilisation iranienne, comment elle se fait jusqu'à maintenant? Et puis pareil, l'Afghanistan, il est passé par là. Monsieur Rizk Shehata, monsieur l'ingénieur Rizk Shehata, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Et c'est la fin de notre programme, mesdames et messieurs, la fin de notre édition des coulisses du Moyen-Orient. Je vous remercie infiniment. Restez sur Nile TV International dans quelques minutes, une nouvelle transmission en langue anglaise.